Bonsoir à tous. Vous avez appris la disparition tragique de Bruiser Brody. La mort prématurée de ce grand champion laisse tout le monde sous le choc. Le catcheur a été poignardé juste avant un combat à Porto Rico. Son air menaçant lui a valu la réputation d'un déséquilibré sur le ring, mais ses proches évoquent un homme complètement différent de cette image. Imaginez un peu un gars de 2 mètres ou 2 mètres 5 dans les 160 kilos débarqué sur le ring. On aurait dit le danger en personne. Mais le genre de danger vers lequel on est attiré. Les gens s'enfuyaient à son approche. Il détalait à toutes jambes. Il avait une chaîne. Des fois, il frappait les gens avec. Il avait aucune limite. Vraiment aucune. La présence plus grande que nature de Bruiser Brody et sa brutalité sur le ring apportaient de l'authenticité à ses combats de catch. Quand il arrivait, c'était comme si une tornade vous fonçait dessus. Mais on voulait voir quand même. Il vous frappait avec des planches, des chaînes ou avec n'importe quoi qui lui tombait sous la main. C'était un dingue, ce mec. Je suis prêt! Je suis prêt! Dans la soirée du 16 juillet 1988, cette folie a quitté le ring et s'est insinuée dans la vie réelle quand Bruiser Brody a été violemment assassiné dans un vestiaire quelques minutes avant le début d'un combat. Le monde du catch professionnel demeure à ce jour le seul sport où les personnages vivent à cheval sur 2 mondes et où la frontière entre fiction et réalité est parfois très floue. Bonjour, je suis Mick Foley. Dans ma carrière, il y a un homme que j'aurais aimé affronter sur le ring plus que n'importe quel autre. Cet homme, c'est Bruiser Brody. Le jour où je suis tombé sur de vieilles cassettes vidéo d'anciens combats de Brody, tout a changé pour moi. Je voulais prendre sa relève et le remplacer. J'ai toujours été perturbé par les histoires qui circulent sur sa mort. 30 ans plus tard, on a retrouvé 3 catcheurs qui ont accepté de nous livrer leur version de ce qui s'est passé ce soir-là et de témoigner de ce qu'ont été la vie et la mort d'un des plus grands rebelles de l'histoire du catch. Si vous me connaissez pas, je suis Tony Mr. USA Atlas. Large d'épaule, étroit de hanche, colosse aux muscles d'acier, force brute impossible à dompter. L'un des derniers à avoir vu Bruiser Brody en vie est Mr. USA, alias Tony Atlas, un ancien bodybuilder reconverti dans le catch, aujourd'hui membre du WWE Hall of Fame. Allez, vas-y, relève-toi. On reprend depuis le début. Les cadreurs sont prêts. J'avais jamais vu un final aussi pourri. Dirty Dutch Mantel est réputé dans tout le milieu pour ses coups d'éclat face aux caméras. Alors, est-ce que tu vas être capable de manger après la baigne que je viens de t'envoyer dans les dents? C'est aussi l'un des plus grands cerveaux des coulisses du catch. Vous avez eu l'occasion de travailler avec Brody? Non, jamais. J'ai jamais eu de combat avec lui. Pourquoi? Il massacrait ses adversaires. Et puis, il y a le célèbre enragé du Soudan, Abdullah the Butcher. Abdullah était aussi l'ennemi juré numéro 1 de Brody sur le ring. Regardez ça. Ce que vous voyez là, c'est le parfait exemple de ce que ça signifie vraiment être catcheur professionnel. C'est le côté obscur, en quelque sorte. Je suis dans le métier depuis 53 ans. Y a rien à ajouter. Moi, c'est Abdullah the Butcher. Je suis pas catcheur, je faisais pas des prises. J'utilisais le karaté, j'utilisais le jiu-jitsu. C'est clair? Je suis pas catcheur. Je peux vous tabasser n'importe quand, j'ai pas besoin d'une mise en scène. C'est pigé? Et le gars qui tient la caméra? Donnez-moi une fourchette et je la lui plante en pleine tête, j'en ai rien à foutre. Je vais être très clair. Que je vous entende jamais dire que Brody et moi, on jouait la comédie, on bluffait pas. On faisait pleuvoir les coups sans jamais s'arrêter. Et le public disait, quand j'ai vu ce combat, c'était pour de vrai. À quoi ressemblait un combat qui opposait Abdullah et Brody? Un bain de sang. À chaque fois. On était de vrais tueurs. On cognait comme des dingues. Quand Abdullah the Butcher et Bruiser Brody se retrouvaient sur le ring, ça pissait le sang. Abdullah avait sa fourchette. Et il remettait ça tous les soirs. J'adorais ma fourchette. Il se la prenait dans la tête, dans la bouche. Je pouvais tout faire. Je dirais que 85% du combat se passait en dehors du ring. Il glaçait le sang, même de ses fans. Quand il s'approchait du ring, on s'écartait de son chemin. C'est un art, ça. Dans le milieu, Brody avait la réputation de créer l'événement. Il pouvait rapporter beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on se l'arrachait et que tous les promoteurs le voulaient. À chaque fois, il faisait ça le comble. Il y va! Regardez cette action incroyable! 1, 2, 3, c'est la victoire! Quel
Quel combat! C'était une grande star. Et à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 70 et au début des années 80, l'une des plus grandes stars du monde. Brody était un mythe, une légende. Déjà avant de mourir. Waouh, tout ça. Ah, À chaque fois que je viens ici, je trouve un truc nouveau. encore un. Tout ça a une valeur sentimentale. Mais il y en a trop. Il y a toute une série de photos là-dedans. Regardez un peu celle-là. Il fait peur. La première fois que j'ai vu Frank, c'était en Australie, à l'hôtel où je travaillais. Je connaissais pas du tout son personnage. J'ai toujours eu affaire qu'à Frank Goodish, jamais à Bruiser Brody. Frank était quelqu'un de très discret et de très intelligent. Même au sommet de sa gloire, il est resté une personne tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'a jamais perdu de vue qui il était. Il n'est jamais devenu le personnage qu'il avait créé. C'est son casque de football. J'ai passé 3 ans chez les Redskins, l'équipe de football américain. C'était en 69, 70 et 71. Au lycée, j'étais un de ces footballeurs typiquement américains. J'ai eu une bourse sportive. Vous enregistrez? Est-ce qu'on a enregistré tout ça? Mais on a tout, oui. On continue? Ok, désolé. Je ne crois pas que vous ayez dit quoi que ce soit de sérieux, si? En fait, si. Ah oui? Ouais, je crois pas que ce soit une bonne idée qu'on sache que je suis Frank Goodish. Ça n'arrivera pas, je vous le garantis. Frank était ce qu'on pourrait appeler un rebelle. Ça faisait déjà longtemps qu'on vivait ensemble et d'un seul coup, il m'a dit « Pourquoi on ferait pas un saut à Vegas pour se marier ?» Il m'a prévenu que ce serait sans doute pas une vie facile. Sur une année, il était à la maison que 3 mois environ, au maximum. C'était difficile, mais c'était faisable. Quand Jeff est né, ça l'a transformé. Tout ce qui comptait, c'était de prendre soin de sa famille, de subvenir aux besoins de son fils. Ça l'a métamorphosé de devenir père. Ça l'a rendu encore plus doux. Quand on le voyait avec son fils, ils avaient une relation extraordinaire tous les deux. Pour être honnête, je crois que j'ai refoulé beaucoup de choses, malheureusement. Alors, la plupart de mes souvenirs, ce sont en fait les histoires que d'autres m'ont racontées sur mon père. C'est dur d'entendre ces histoires, parce que ça me rappelle que moi, j'en ai pas à raconter. C'est simple, son personnage n'était que ça, un personnage inventé. Il était complètement séparé de l'homme que je connaissais. Quand je l'emmenais à l'aéroport, c'était un père et un mari comme tous les autres. Mais quand il sortait de la voiture, dès qu'il passait les portes, il se détachait les cheveux et il devenait Bruiser Brody de l'autre côté. À chaque fois, je voyais toute sa transformation. En juillet 1988, Frank s'en va pour Porto Rico, un territoire de catch isolé connu dans le monde entier pour ses conflits sanglants et la ferveur de ses fans. C'était la cité du sang. Il y avait tout le temps du sang là-bas. Les soirs de grands événements, il y avait toujours au moins 3 ou 4 combats sanglants. Et les gens y croyaient. Quand ils voyaient du sang, ils pensaient que c'était vrai. Ricky Vargas veut l'arrêter! Regardez, il crache des litres de sang! Vous avez vu ça? Le public de là-bas, c'est des gens violents. Ce qu'ils veulent, c'est des combats violents. Ils nous balançaient tout ce qui leur tombait sous la main. Ils nous jetaient des cailloux, de la pisse, de la merde. Ils m'ont caillassé. Ils prenaient des gobelets, ils les remplissaient de morceaux de verre ou de cailloux et ils me les jetaient dessus. Ils voulaient voir quelqu'un de grièvement blessé. Ils voulaient voir quelqu'un se faire transporter en civière. Où qu'on aille, ils veulent de la violence. J'ai retrouvé des agendas, un de 87 et un de 88. On dirait qu'il y notait ses activités quotidiennes, ses séances d'entraînement, son régime, ses déplacements. San Juan, Porto Rico, évidemment. Ouais, je crois que c'était le 16 ou le 17, il me semble, quand ça s'est passé. En juillet 88, Frank Goodish quitte le Texas et sa famille pour s'aventurer dans l'un des territoires de catch les plus violents au monde. Ses proches n'imaginent pas une seconde qu'il le voit pour la dernière fois. Pendant l'été 88, Bruiser Brody quitte le Texas et sa famille pour s'aventurer dans l'un des territoires de catch les plus violents au monde. Ses fans portoricains ne sont pas les seuls à l'attendre de pied ferme. Il a aussi des affaires à régler là-bas, et une vieille rancune va le suivre dans son voyage.
La WWC est la principale fédération de catch de Porto Rico. Elle a été fondée par 3 catcheurs, Gorilla Monsoon, Victor Jovica et Carlos Colon. Carlos Colon! Carlos Colon! Le patron, c'était Carlos Colon. Il est membre du WWE Hall of Fame. C'était une aussi grande star que Roberto Clemente. Le bras droit de Carlos Colon est un homme du nom de José Huertas González. C'est un catcheur local. Son nom de ring, Invader numéro 1. González est aussi le booker de la fédération. C'est lui qui écrit les storylines et qui décide de l'issue des combats. Frank a très bien compris l'intérêt que son personnage apparaisse systématiquement auprès de ses fans comme un monstre imbattable. C'est ce qui fait qu'ils en redemandent. Mais il pousse encore plus loin cette agressivité quand il combat un jeune González qui espérait faire sensation auprès de la WWF. Bruiser Brody et Invader, ils s'appréciaient pas vraiment. Ils avaient des caractères incompatibles. Même pendant les combats, on voyait bien que quelque chose clochait. Brody était un gars adorable avec ceux qui l'aimaient bien. Mais ceux qui l'appréciaient pas, il les tabassait. Il avait aucune pitié. J'ai souvent vu Bruiser Brody affronter quelqu'un sur le ring et le rouer de coups sans s'arrêter. Il les réduisait en bouillie. Depuis toutes ces années, j'essaie de comprendre ce qui a provoqué tout ça. Si on se replonge à l'époque, au milieu des années 70, il préparait José à devenir la prochaine grande star du catch portoricain. Mais Bruiser Brody s'est pointé, a combattu José González et lui a mis une raclée. Il en a fait qu'une bouchée. Tout son visage était boursouflé. Il en fait partout, on aurait dit une citrouille. Il l'a tellement amoché que SD a dû l'emmener à l'hôpital. SD, c'est Special Delivery Jones, un autre catcheur. On l'a installé dans la voiture et SD l'a emmené. José s'est tourné vers SD et lui a dit « Un jour, je vais le tuer, ce type. » Il avait les nerfs. Sa tête avait triplé de volume. Il n'y avait qu'une seule image qui comptait aux yeux de Bruiser Brody, et c'était la sienne. Une fois que le public vous a vu vous faire tabasser une fois ou deux, Brody le savait. Après ça, cette image de personnage imbattable, c'est terminé. Il voulait surtout pas que ça lui arrive, et c'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Je sais pas ce qu'il en est pour les autres catcheurs. Tout ce que je connais, c'est Bruiser Brody. Et moi, quand je monte sur le ring, je me fiche de savoir si je suis au Texas ou à New York. Que les gens m'aiment ou pas, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, je suis toujours aussi agressif à chaque combat. J'ai aussi entendu dire que Brody se faisait beaucoup d'argent au Japon et qu'il voulait s'en servir pour investir dans une promotion de catch, quelque part. Celle qu'il visait, c'était Porto Rico. Il y avait un investisseur, Victor Quiñones. Il était minoritaire, il avait que quelque part, autour de 10% de la boîte. Et la majorité de l'entreprise appartenait à Gorilla Monsoon. D'après ce que je sais, Victor essayait de négocier un accord avec Gorilla Monsoon pour revendre ses parts à Brody. Ça aurait fait de Brody un actionnaire minoritaire, en quelque sorte. Je crois qu'il a acheté une partie de la boîte. Et il voulait bien de son argent, mais pas de ses idées. Mais c'était mal connaître Brody. Brody avait des idées bien arrêtées. Si ça vous plaisait pas, tant pis pour vous. Dites-nous qui vous êtes. Je suis David Manning. J'étais booker pour la WCCW. J'étais un peu inquiet parce que Frank allait à Porto Rico pour combattre. Il a dit qu'il lui devait autour de 20 ou 25 000 $. Il leur avait demandé son argent poliment. Il avait attendu patiemment. Mais avant de partir, il m'a dit « Crois-moi sur parole, quand je reviens, j'aurai mon pognon. Même si je suis obligé de tabasser tout le monde pour y arriver. » Brody avait prévenu, s'il avait son mot à dire dans la fédération, il se débarrasserait de José González. Il se trouve que José venait de perdre sa petite fille de 3 ans. Elle était morte dans une piscine, une noyade accidentelle. C'était 3 mois plus tôt. Et là, en plus, on s'en prenait à son boulot. Sans compter qu'il n'aimait pas Brody à la base. Si on mélange tous ces ingrédients, ça fait un cocktail détonnant. Pas étonnant que ça ait explosé. S'il vous plaît, laissez-moi tout raconter. Je veux vous raconter. D'accord. Je meurs d'envie de vous raconter parce que... Ok. Depuis 2 jours, je vous parle de tout un tas de trucs. Je vous ai parlé de tout sauf de Brody. Et je vais exploser si je vous raconte pas son histoire. Je me balade avec ça sur le cœur depuis... Ça fait combien de temps? C'est comme ça qu'on commençait nos journées. Ouais. Ouais, on allait à la salle de muscu tous les matins. Toujours le même programme. Y compris le matin du jour où il est mort. Je m'entraîne tous les matins, quoi qu'il arrive. Là-bas, on y allait ensemble. Et ce jour-là, il m'a dit, « Tony,
Ça te tente d'aller manger un morceau? Ouais, avec plaisir. Et pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, il m'a dit, ça faisait longtemps que j'attendais de me faire une place ici. Ça m'a donné l'impression qu'il avait investi, qu'il avait acheté des parts. Il a ajouté, il va y avoir du changement. On était à l'hôtel et Bruiser Brody et Dutch Mantel étaient tous les deux assis là, dehors, sur les marches, à l'entrée du bâtiment. Et j'ai dit à Brody, je pensais que tu serais déjà parti. Il m'a répondu, j'attends José González. Il est censé m'emmener. J'ai tout de suite pensé que c'était bizarre. Pourquoi José, le booker de la fédération, laisserait sa tête d'affiche sur la touche? Alors je lui ai proposé qu'on le dépose. On est allé à la soirée. Il y avait des bouchons terribles à l'approche du stade. Les voitures étaient à l'arrêt, on allait faire salle comble. Alors on est descendu de voiture, on a pris nos sacs et on a filé au vestiaire. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai une sensation étrange. Rétrospectivement, il y avait une drôle d'ambiance. José était assis dans les vestiaires, il était là. Dès que j'ai passé les portes, je les ai vus, tous les trois. Ils parlaient. Il y avait José, Carlos Colon et Victor. On aurait dit une réunion secrète. C'est vrai que ça paraissait bizarre. Je les avais jamais vraiment vus tous ensemble, comme ça. Et ça ressemblait pas à une simple conversation. Ils étaient juste assis là, tous les trois. C'était vraiment bizarre. González se lève de sa chaise. Il me regarde droit dans les yeux. Puis il s'en va. Il n'a pas jeté un regard à Brody. Il a complètement ignoré Dutch. Et il est sorti des vestiaires. Brody s'est assis à côté de moi. Je suis resté là 5 minutes. Et cette atmosphère tendue n'a fait qu'empirer. J'ai eu envie de sortir de là. J'ai pensé, il faut que je bouge d'ici. Quelque chose ne va pas. Alors je me suis levé, j'ai quitté les vestiaires et je me suis installé dans la salle pour regarder la foule entrer. J'avais mon carnet de dessin. J'ai posé mon sac, j'ai pris une chaise et j'ai commencé à dessiner. Brody s'est approché pour regarder et il m'a dit « C'est incroyable ce que tu fais ». Il avait l'air ravi. Il avait un grand sourire. Et là, il m'a demandé « Tu peux me dessiner quelque chose ?» Il a ouvert sa petite pochette, il a fouillé un peu et il en a sorti une photo de son fils. À ce moment-là, José est revenu dans les vestiaires. J'ai levé les yeux et je l'ai vu planté là. Il avait une serviette enroulée dans la main. Puis il a dit « Brody, je peux te parler une minute, s'il te plaît? Juste ça, je peux te parler une minute ?» Brody a dit d'accord. Il l'a suivi dans les douches. C'est là que ça s'est passé. Les entrevues en aparté pour discuter d'un combat à venir n'ont rien d'inhabituel. Mais ce soir-là, la conversation entre Brody et González va les faire basculer dans un cauchemar inimaginable. Il avait un sac dans une main et une photo de son fils dans l'autre. Quand il s'est retourné avec la photo, j'ai remarqué que Carlos me fixait du regard. Et au moment où je le regarde, moi aussi j'entends ce son-là. Alors je cherche. Brody était plié en deux. J'ai cru que José lui avait mis un coup dans le ventre. C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. La vache, il a frappé Brody. Si ça continue, ça va mal tourner. Et puis il a encore crié. J'ai regardé l'expression de José. On aurait dit un fou. Il avait les yeux injectés de sang. Et là, j'ai vu le couteau. Il s'élevait dans les airs, comme ça, plein de sang. J'ai bondi de ma chaise, j'ai mis le bras autour de la taille de Brody et je l'ai tiré juste à temps. Une seconde de plus et il se faisait trancher la gorge. Mais au lieu de ça, le couteau a coupé net sa queue de cheval. Ça vous donne une idée du tranchant. Carlos s'est précipité, il a attrapé José et il l'a plaqué contre le mur en criant « Non, José, non, José !» Et il tenait tout le monde à l'écart. Il disait au catcheur « Reculez, vous approchez pas !» Moi, j'ai pris Brody et je l'ai allongé par terre directement sur le sol. J'ai senti ses entrailles et du sang partout. Tout son bras était couvert de sang. Il a levé les yeux vers moi et il m'a dit « Les laisse plus me faire de mal. Empêche-les de me faire du mal. » Il a bien dit « Empêche-les !» Pas « empêche-le !» Et je ne savais pas du tout de qui il parlait. Je me disais « Mais qui d'autre est dans le coup ?» Je lui ai répondu que je laisserais personne le toucher. Carlos a essayé de s'approcher de Brody une fois qu'il était allongé, mais je l'ai arrêté direct. Essaye même pas de t'approcher. Si tu te pointes, je t'arrache la tête. Et là, il m'a dit « Du calme, Tony. Va te faire foutre. Vous venez de le poignarder. » J'ai rien à voir là-dedans, moi. Arrête de mentir, vous êtes tous de mèche. Mais là, Brody a tiré sur mon pantalon et il a dit « Laisse-le.
il peut venir. Quand je suis reparti vers les vestiaires, j'ai entendu du bruit. Il faisait sombre, mais je voyais que la lumière était allumée. Il était manifestement arrivé quelque chose. Alors j'ai demandé à Mark Youngblood ce qui s'était passé. Invader a poignardé Brody. C'était la panique dans ses vestiaires. Et il y avait Brody, par terre. Il était allongé juste en face de moi et Carlos s'était penché sur lui, il lui parlait. Il a dit, Brody, je peux faire quelque chose? C'est tout ce que Carlos a demandé. Et Brody a répondu, prends soin de ma famille. Et j'ai pas entendu Carlos, mais je suis à peu près sûr qu'il lui disait « Tiens le coup, on a appelé les secours, ils seront bientôt là. » Ce dont je me souviens, c'est que Brody a regardé Carlos et lui a dit « Dis à ma femme que je l'aime. » C'est tout ce que j'ai entendu. S'il a dit une chose pareille, c'est qu'il devait pas penser avoir de grandes chances de s'en sortir. La porte vitrée de la douche n'était pas transparente. C'était une de ces vitres sablées où la lumière passe, mais où on voit que des silhouettes. Invader est jamais sorti de cette douche. Il est resté dedans. Et avec lui, il y avait Jovica, qui avait des parts dans l'entreprise. Ils se hurlaient dessus. Je pouvais rien faire d'autre que les regarder. Il a fini par sortir de cette douche, a contourné les pieds de Brody pour aller chercher son sac et a pris ses clés. Et il est parti. D'après ce qu'on dit, son t-shirt était déchiré. Pour moi, ça peut vouloir dire qu'une chose. Il y a eu une altercation dans cette douche et Brody a déchiré son t-shirt. Ça a pris entre 35 et 45 minutes avant que l'ambulance arrive. Ils ont essayé d'installer Brody sur le brancard, mais ils n'arrivaient pas à le soulever. C'était un sacré gabarit, Brody. Il était trop lourd pour eux. Alors je me suis accroupi et j'ai glissé le bras sous son dos. Il m'a regardé et il m'a dit « Me lâche pas surtout. T'inquiète, je soulève des barres de muscu plus lourdes que toi. » Je l'ai soulevé très délicatement et je l'ai déposé en douceur sur le brancard. L'ambulancier allait refermer la porte à l'arrière. Mais avant, il nous a dit « Est-ce que quelqu'un veut venir avec lui pour lui tenir compagnie ?» Moi, j'y vais. Alors j'ai bondi dans l'ambulance et je me souviens que tout le monde me regardait en pensant « Tony est devenu fou. Il devrait rester en dehors de ça. » Je pouvais presque les entendre. Personne n'a rien dit, mais c'était clair qu'ils pensaient que c'était pas une bonne idée. Comme je le dis souvent, la religion, c'est pas mon truc. Ça l'a jamais été et ça le sera sans doute jamais. Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup prié pour Brody, juste au cas où ça aurait pu l'aider. En tout cas, ça pouvait pas faire de mal. Pendant qu'on était en route pour l'hôpital, j'étais assis avec Brody et je me suis remis à pleurer. C'était impossible de retenir mes larmes. Et j'ai chanté cette chanson. Mais ma voix s'est cassée. Je sanglotais. Je lui ai dit, tu vas t'en remettre. Tout ira bien. Je reste avec toi. Quoi qu'il arrive, je reste avec toi. Il y a un vieil adage dans le monde du catch. S'il te reste un véritable ami à la fin de ta carrière, tu as de la chance. Ce soir-là, Tony Atlas est un véritable ami pour Bruiser Brody. Mais la légende du catch aurait eu besoin de bien plus pour s'en sortir. Tony Atlas arrive enfin à l'hôpital. Bruiser Brody est dans un état critique. Tony ignore encore que la bataille pour sauver la vie de son ami est loin d'être terminée. On est arrivé à l'hôpital et on a attendu là pendant 15 ou 20 minutes. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai fini par trouver un médecin qui parlait un peu l'anglais. Je lui ai dit, j'arrête pas de répéter que mon ami s'est fait poignarder. Pourquoi personne vient le voir? Il m'a répondu, ici, un coup de couteau, c'est comme un rhume chez vous aux États-Unis. C'est pas grand-chose. J'irai le voir quand j'aurai le temps. Il s'est retourné pour partir, mais je l'ai attrapé par la taille. Je l'ai soulevé et je l'ai mis sur mes épaules, comme ça. Et je l'ai emmené voir Brody. Il a accepté de l'ausculter, il lui a soulevé les mains parce qu'elles étaient encore plaquées sur son ventre, comme ça. Et pendant qu'il s'occupait de ses mains, moi je lui enlevais ses chaussures. Quand j'ai vu ses pieds, ils étaient tout bleus. Oh non, 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 non! Je savais que c'était très mauvais signe. Il faut que vous vous occupiez de lui maintenant, docteur. Ça peut plus attendre. Et le médecin criait, « On a besoin d'aide, par ici !» Ça m'a tellement énervé de voir ça que j'ai mis un coup de poing dans le mur. Mon bras s'est enfoncé dedans jusqu'au coude. J'y suis pas allé de main morte. Tandis que le chaos et la confusion règnent sur les lieux de l'altercation, la rumeur commence à circuler et parvient jusqu'à Abdullah the Butcher, qui se change dans d'autres vestiaires. Le médecin est entré. Il a dit que Brody s'était fait poignarder ou un truc du style. Jusque-là, j'y croyais pas. J'étais sûr que c'était une blague. Je me disais que...
que Brody manigançait un truc, mais quand le médecin a confirmé, j'ai juste dit, c'est pas vrai. Le docteur aurait pas menti, c'était vrai. Brody était parti. Il était à l'hôpital. Mais la police a fini par arriver. Ils pensaient que c'était encore une de ces bagarres de catcheurs. Ils y croyaient pas non plus. Je tambourinais sur la porte de la salle d'opération en hurlant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a ?» Le médecin est sorti. Il est venu me dire « Il a 2 entailles de plus de 20 cm de long. On a réussi à suturer les intestins et à les remettre en place. Le problème qu'on a maintenant, c'est que son foie a été touché. Il m'a dit qu'il allait s'en sortir, que son état était stable. Et il a ajouté « Mais ce que vous avez de mieux à faire, c'est rentrer chez vous. Parce qu'ici, tout le monde a peur de vous. » Tout ce que je voulais, c'était mettre le plus de distance possible entre ces foutus vestiaires et moi. Puis j'ai vu Invader revenir. Il avait enfilé un autre t-shirt. Il agissait comme si rien ne s'était passé. Je sais pas pourquoi il est revenu. J'en ai aucune idée. J'ai pensé que c'était le mec le plus gonflé du monde. Pour être honnête, le pire moment dans tout ça, c'est quand je suis revenu. Je suis entré dans les vestiaires. C'était encore pire que les coups de couteau. C'était même pire que de voir Brody étendu par terre. Ce qui s'est passé de pire pour moi ce soir-là, c'est quand je suis rentré dans ces vestiaires et que j'ai entendu rire. J'ai eu du mal à croire qu'ils aient rien annulé. Ça a été ma première pensée. J'ai ouvert la porte. La mare de sang qu'il y avait par terre était même pas sèche encore. Et ils étaient tous là, dans les vestiaires, à se marrer, à faire des blagues, et à se féliciter que la soirée se passe bien et que les combats soient au top. J'ai chopé la première chaise que j'ai trouvée et je l'ai balancée dans le couloir. Il y avait un policier qui était encore là, qui m'a dit « Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Évidemment que j'ai tout vu, j'étais là. Est-ce que vous avez pu voir le visage du fan qui l'a poignardé? Mais qu'est-ce qu'on vous a raconté? Il a répondu « Tout le monde ici dit que Brody s'est fait poignarder juste avant d'entrer dans les vestiaires. Un fan lui a mis un coup de couteau dans le couloir et Brody s'est traîné jusque dans les vestiaires après. C'est des conneries, ils mentent. C'est cet enfoiré-là qui l'a poignardé. Vous voulez parler d'Invader? Oui, Invader, c'est lui le salaud qui a poignardé Brody. Vous pouvez demander à tous ceux qui étaient dans les vestiaires. Tout le monde a une version différente. Ils mentent alors. C'est lui qui l'a poignardé. Tony disait aux flics « Hey, c'est lui le gars que vous devez arrêter, il est là !» Et il montrait José González. Je me souviens qu'il était assis là, il rangeait ses affaires dans son sac, comme si rien ne s'était passé du tout. C'est ce qui m'a le plus retourné. Il agissait comme si tout allait bien. Un policier qui débarque là-dedans, dans une situation qui a pu être orchestrée, il a de sérieux doutes. Tony, lui, l'a vu de ses yeux. Ils avaient des perspectives complètement différentes. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. Dans le monde du catch professionnel, la frontière entre fiction et réalité est volontairement floue. Et à mesure que les événements de la soirée s'enchaînent, il devient vite impossible de faire la différence entre les deux. Ou de connaître la vérité. Pendant que Bruiser Brody lutte pour rester en vie à l'hôpital, le témoignage de Tony Atlas sur la violente altercation commence à circuler. Vous avez combattu ce soir-là? Carlos Colon, c'est terminé pour toi. Je me suis battu contre Iron Chick. Je l'ai fait sans réfléchir. Je me suis simplement pointé sur le ring. Il a profité d'une prise pour me demander comment allait Brody. D'après les médecins, il va s'en sortir. Ces foutus fans de catch, on n'arrête pas de me dire qu'ils sont dangereux. Et je lui ai répondu, c'est José González qui l'a poignardé. Dans les vestiaires. Et là, il a arrêté ce qu'il était en train de faire. Il s'est redressé, il s'est levé, il a gueulé. Cet enfoiré de José González, ce salaud d'Invader, c'est lui qui a voulu tuer le grand Bruiser Brody? Puis il est descendu du ring et il est retourné droit au vestiaire. On a combattu 1 ou 2 minutes maximum. Quand j'ai voulu retourner à ma chambre, il y avait un type, Savio Vega, qui m'attendait et qui m'a dit « Tony, je t'ai apporté ton sac. Je t'ai préparé tes affaires. » Pourquoi? Il faut pas que t'ailles dans ta chambre. Il te cherche, tu parles trop. Alors j'ai pris mes affaires et je suis sorti de là pour aller sur la plage. J'ai marché sur la plage toute la nuit. J'ai essayé de m'allonger et de dormir un peu, mais je bondissais au moindre bruit. J'étais en pleine crise de parano. Je suis retourné à l'hôtel.
Dès que je suis arrivé, je suis allé à la réception et je leur ai demandé de me transférer dans ma chambre tous les coups de téléphone qu'ils recevraient pour Bruiser Brody. Ils ont accepté. Le téléphone a commencé à sonner aux alentours de minuit. Il sonnait, sonnait, sonnait. Au bout d'un moment, il devait être 1h du matin, j'ai dit « Je vais répondre. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. » J'ai décroché le téléphone et je suis tombée sur une femme. Elle m'a dit « C'est Nancy. Nancy Colon. » C'était la femme de Carlos Colon. « Je vous appelle pour vous prévenir qu'il y a eu un accident. Vous feriez mieux de venir à Porto Rico dès que possible. » Alors j'ai appelé l'hôtel qui m'a passé Dutch. Elle m'a demandé qui c'était, je lui ai dit « C'est Dutch. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que c'était assez sérieux. Mais je lui ai dit « Brody a eu un petit accident et il est à l'hôpital. » Il m'a dit que je ferais sans doute mieux de le rejoindre à Porto Rico, mais sans me donner plus de détails. Une fois que j'ai eu son appel, j'ai essayé de dormir, mais c'était impossible, trop d'adrénaline. Vers 8 heures, je me suis levé, je suis descendu et je suis allé à l'accueil de l'hôtel. J'ai demandé à la réceptionniste « Vous pouvez me rendre service? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez bien appeler l'hôpital qui s'occupe de mon ami Brody ?» Elle a dit oui. Elle les a appelés, elle a dit quelques mots en espagnol. J'ai entendu « luchador », ça veut dire catcheur en espagnol. Puis elle s'est mise à pleurer. Je la regardais et elle m'a dit « Je suis désolé. Votre ami s'en est pas sorti. » Quoi? Il est décédé hier soir. Comment vous avez appris que Brody était mort? C'est Abdullah qui me l'a dit à la réunion. J'ai passé toute la nuit sur la plage. Et dans la matinée, je suis rentré à l'hôtel. J'ai vu Abdullah et quelques autres catcheurs dans le hall. Ils m'ont dit, Tony, on va se réunir. Tout le monde attend que tu leur racontes ce qui s'est passé. Vous avez organisé une réunion dans une des chambres d'hôtel? À l'hôtel? Non, pas du tout. On s'est jamais réunis à l'hôtel. Abdullah nous a dit qu'il n'avait pas organisé de réunion. Alors il ment. Peut-être les autres, oui. Mais pas moi. C'est clair? Si c'est ce qu'il vous a dit, il a menti. Je sais ce qui s'est passé. Je possédais 5% de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens voulaient pas me parler à moi. Comment ça? Quand t'es propriétaire d'une partie d'un territoire, personne va venir te voir pour te dire « Il s'est passé ci ou ça, ce mec a fait ci, celui-ci a fait ça. » Ils avaient leur propre petit groupe. Pourquoi ils seraient venus m'en parler? Brody, c'était mon ami, je voulais pas participer à tout leur commérage. Ça m'intéressait pas ce qui se disait. J'ai rien dit à personne. C'est dommage. Il a tort de faire ça. Vous avez qu'à demander à Dutch Mantel, il était à la réunion. On s'est tous réunis dans une de nos chambres. Quelqu'un a dit « Est-ce qu'ils font une enquête au moins ?» Un homme est mort quand même. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai commencé à me dire... Un truc pareil peut se passer ici. C'est pour ça que je suis parti. Je leur ai dit que j'avais tout vu. Au commissariat, quand j'ai fait ma déposition, on m'a dit « Votre version est différente de celle de tous les autres. On vous recontactera. On vous communiquera la date de l'audience. Maintenant qu'on a quelqu'un pour témoigner contre lui, on va pouvoir l'arrêter. » Après Tony, c'était mon tour. J'ai raconté à la police ce que j'avais vu. Et toute la soirée, ils ont auditionné les catcheurs. Un flic m'a dit « Dites à Carlos Colon que cette île, c'est la nôtre, pas la sienne. » Ils m'ont demandé si j'avais vu une arme. Mais j'en avais pas vu. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé d'arme. Quelle que soit la lame ou le couteau qui a servi à poignarder Brody, on l'a jamais retrouvé. J'avais mon sac et mes affaires. Je suis allé à l'aéroport et je suis parti. Je me suis organisé. Il fallait que j'aille à l'aéroport. J'ai pris l'avion avec Jeff. Quand on a atterri, on a attendu. Je me disais que quelqu'un viendrait peut-être nous chercher. À un moment, j'ai aperçu Abdullah. J'allais partir, mais il y a une dame et un petit garçon qui se sont approchés de moi. « Abdullah, vous me connaissez pas, mais je suis la femme de Frank. » Elle m'a demandé « Comment il va ?» Et moi, « Quoi ? Comment il va ? Personne vous a rien dit ? Me dire quoi ? Et là, il est mort. Elle s'est agrippée à moi. Oh non.
Tout ce qui compte, c'est survivre. J'arrêtais pas de me dire que j'avais vu un homme se faire poignarder et qu'il était mort en tenant une photo de son fils. Il l'a jamais posée, cette photo. Quand ils l'ont mis dans l'ambulance, il l'avait dans la main. Quand il était par terre, il l'avait dans la main. Et en entrant dans la salle d'opération, pareil, il l'a jamais lâché. Pas une seconde. C'est l'ennemi juré de Bruiser Brody qui délivre la nouvelle de sa mort. Mais cette ironie du sort n'est que le début d'une suite d'événements inconcevables. Seul avec son fils dans un pays étranger et sous le choc de la mort soudaine de son mari, Barbara Goodish trouve néanmoins la force de prendre des décisions. Nancy était la femme de Carlos Colon. Elle m'a accompagnée à la morgue, où bien sûr tout le monde parlait espagnol. Ils m'ont amenée à une fenêtre à travers laquelle on voyait tous ces cadavres alignés. C'est à ce moment-là que la réalité m'a frappée. C'est seulement à partir de là que j'ai commencé à réaliser. Je me suis pas rendu compte tout de suite, mais je me souviens d'avoir pleuré. J'ai pas arrêté, à l'hôtel, pendant des heures et des heures. Je criais, je hurlais. Mais j'avais pas encore conscience de l'ampleur de tout ça. Je crois que ça a pris 10, 15, peut-être même 20 ans. Quand il a fallu tout organiser, je me suis demandé ce que j'allais faire. Comment j'allais le ramener aux États-Unis. C'était comme si j'entendais sa voix. Je l'entendais me dire « Barbara, tu sais ce qu'il faut faire. » Et c'est devenu clair. Je dois le faire incinérer ici et le ramener à la maison avec moi. J'ai organisé une petite cérémonie toute simple, là-bas, sur place, à Porto Rico. Il n'y avait personne à part moi, Jeff, quelques catcheurs et quelques portoricains. C'est Jeff qui a choisi le cercueil de son père. Il était bleu. Quand avez-vous appris l'arrestation de José? Je dirais 3 ou 4 jours plus tard. D'après ce qu'on m'a dit, on l'a emmené dans un commissariat local, mais il n'est jamais allé en cellule. Sa caution a tout de suite été payée par un homme d'affaires du coin et il est rentré chez lui le jour même. Est-ce qu'on vous a tenu au courant de ce qui se passait pour José González? Tout ce que je sais, c'est que... Je vais même pas dire son nom. Je sais que son agresseur, c'était lui. D'après ce que tout le monde m'a dit, toute la procédure était bidon. On a essayé d'étouffer l'affaire? Je crois pas, non. Les seuls qui auraient pu le faire, c'était Jovica et moi, et on ne l'a pas fait. D'accord. Tout ce qu'on a fait, c'est dire au juge ce qui s'était passé, ce qu'on avait vu. Moi, j'ai vu aucun coup de couteau. J'ai jamais aperçu une arme, à aucun moment. Un jour, Tony Rumble, le Boston bad boy, a frappé à ma porte en disant « Tony, allume la télé, vite! Il parle de Porto Rico. » Et là, j'allume ma télé sur la bonne chaîne et je vois José González. Il est en train de sortir d'un bâtiment, du tribunal. C'est une audience? Non, le procès est fini. Ils disent que c'était de la légitime défense. C'était une blague. Ils m'ont jamais appelé. On vous a jamais recontacté? Non. Jamais. Jamais. J'ai fini par recevoir une citation à comparaître dans ma boîte aux lettres. Quand elle est arrivée, j'avais déjà entendu le verdict du procès. Elle avait 10 jours de retard. Même s'il n'a pas été déclaré innocent, il n'a pas non plus été reconnu coupable. José n'a jamais témoigné. Ils ont simplement cru son avocat, qui a affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense. Les fédéraux de Porto Rico croyaient que le catch, c'était vrai. Pour moi, c'est ça qui a fait que José a été acquitté. Ils pensaient que Frank était Bruiser Brody, son personnage, ce psychopathe aux allures de mastodonte dérangé. Alors ils ont cru à son histoire de légitime défense. Vous croyez à la légitime défense? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je respecte la loi. Et tout ça est tellement triste. À vrai dire, je préférerais ne plus en parler. Toute cette histoire est beaucoup trop triste. Un mois après la mort de Bruiser Brody, toute la communauté de catcheurs professionnels du Japon organise une gigantesque soirée en son honneur. Barbara et son fils Jeff sont invités à assister à cet hommage devant les 17 000 fans présents. L'hommage qu'ils lui ont rendu, le sens de l'honneur qui transpirait ce soir-là. J'étais sur le ring, il y avait une cloche qui retentissait et tout le monde dans la salle, tous les spectateurs présents scandaient son nom. Brody, Brody, Brody. Et moi, j'étais là sur le ring avec Jeff à les écouter. C'était profondément touchant de ressentir avec autant de force à quel point il était respecté. Que la paix soit avec vous, Bruiser Brody.
Bruiser Brody était un combattant mythique au gabarit impressionnant. Et c'est ce qu'il restera à tout jamais dans la mémoire collective du catch pro. J'aurais jamais imaginé devenir un jour catcheur professionnel. Mais une fois que je me suis lancé là-dedans, j'ai appris toutes les ficelles. Si je pouvais revenir en arrière, je crois même que je renoncerais à mes 3 ans dans la Ligue nationale de football américain pour les consacrer au catch. C'était l'une des plus grandes stars de la discipline dans les années 70 et 80, et on le considère encore aujourd'hui au Japon comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Là-bas, on le célèbre comme une légende du catch. À la mémoire de Bruiser Brody. Ce serait bien que justice soit faite. Mais pour être franc, je tiens plus à une justice personnelle qu'à une justice au sens légal du terme. Le grand Brody. À chacun son heure, comme on dit. On peut pas tuer une légende. Les légendes ne meurent jamais. Si c'était l'objectif de José, s'il voulait mettre fin à cette légende, il a échoué misérablement. Personne ne connaît les circonstances exactes de la mort de Brody, ni les paroles que Frank Goodish et José González ont peut-être échangées ce soir-là. Ce mystère demeure à ce jour l'un des plus sombres de l'histoire du catch. Les producteurs ont contacté José González et Carlos Colón, mais ils ont tous les deux refusé d'être interviewés. José González réside actuellement à Porto Rico et se déclare disponible pour animer des goûters d'anniversaire sur Facebook. Retrouvez-nous la prochaine fois pour continuer d'explorer les secrets du catch professionnel. J'aimerais qu'il soit là. Ah ouais? Il me manque. Il faisait pas les choses à moitié, moi non plus. Et on s'arrêtait jamais, ni l'un ni l'autre. Abdullah the Butcher le sait! Bruiser Brody, c'est le roi! Brody. Quel gars.